Les podcasts de la paillette. Découvrez l'une des rencontres du Festival des médias indés qui s'est tenu les 11 et 12 avril 2026 à Rennes. Bonne écoute. Bonjour. Juste au préalable, qui connaît Reflet dans la salle? Vous avez le droit de dire que vous ne connaissez pas. Ok, parfait. Très bien. Donc je vais me présenter brièvement. Je suis Antoine Champagne, je suis journaliste depuis la nuit des temps. Maintenant, je commence à être un peu vieux. D'abord journaliste financier. Et curieusement, la finance m'a amené aux technologies numériques. Pourquoi ? Parce que j'écrivais sur les banques. Je détaille un petit peu, parce que c'est toujours bien de savoir qui vous parle, et comprendre qui vous parle. Et donc je travaillais sur les banques, et est arrivé un truc un peu nouveau, qui était l'interconnexion des ordinateurs en réseau, permettant d'échanger. À l'époque, on parlait de BBS. Je ne sais pas si ça vous parle. Quelqu'un sait ce qu'est un BBS? Non? Okay. Un Built-in Board System. C'est la préfiguration de l'Internet que vous connaissez aujourd'hui. Et puis très vite est arrivé le web, qui lui a permis au grand public d'accéder à Internet qui existait depuis longtemps. Et l'arrivée du web fait que la première question que je me pose, sachant que les réseaux informatiques des banques étaient très sécurisés, je me dis tiens, là ils vont ouvrir des portes sur l'extérieur. Pour moi, étant complètement novice et n'y connaissant rien, je me dis probablement c'est un problème de sécurité. Donc il faut que je rencontre des gens spécialistes de la sécurité informatique et spécialistes de ces nouvelles technologies qui viennent de tomber du ciel et que personne ne connaît, pour leur poser des questions en tant que journaliste. Est-ce que c'est un problème de sécurité ? Curieusement, je ne sais pas pourquoi, je tombe sur les bons, que je vais chercher au fin fond des internets de l'époque. À l'époque, c'était sur ce qu'on appelait l'IRC. Quelqu'un sait ce que c'est que l'IRC ? 1, 2, 1 ? Cool. Donc je les trouve sur un réseau de discussion en temps réel, qui préfigure toutes les applications que vous avez aujourd'hui pour discuter via vos différents devices. Et je tombe sur des gens très jeunes, très rigolos, et qui étaient potentiellement les maîtres du monde, parce qu'ils contrôlaient les machines, en fait. Et c'est ce qu'on appelle dans la presse les hackers, qui sont en fait simplement des chercheurs en informatique, des spécialistes de la sécurité, et qui me prennent comme espèce de compagnon de route, le gars marrant qui pose des questions débiles, hein, comment ça marche, pourquoi ça fait ça, et si on fait ça, pourquoi bon. Et alors ça les emmerde un peu, mais ils répondent, et donc ils partagent beaucoup de savoir avec moi. Et ça me transforme peu à peu en utilisateur très averti de ces technologies. Et je resterai ami avec eux, ou en une bonne partie d'entre eux, jusqu'à encore aujourd'hui, où on a toujours nos canaux d'échange et de discussion, et où on discute. Dans ces gens-là, il y avait des gens qui sont devenus très célèbres, qui ont fondé des énormes boîtes, notamment aux États-Unis. Vous avez tous WhatsApp sur votre téléphone. Dans un des groupes que je fréquentais, qui s'appelait WooWoo, un groupe de hackers, il y avait un gars qui s'appelait Yann. Et Yann, c'est le gars qui a codé WhatsApp. Et il a vendu 19 milliards de dollars à Facebook. Et aujourd'hui, ça va, il collectionne les frisbees et les Porsche. Et il fait d'autres choses. Et donc, c'est un exemple marquant pour voir que en fait ces gens après ont infusé le monde de la sécurité informatique, de la tech aux États-Unis, etc. Pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que quand j'ai fondé ce journal, reflet.info, en 2011, c'est la mutation de choses que je faisais déjà avant en quelque chose de plus carré, c'est-à-dire qu'avant j'écrivais, j'avais un site web, j'avais une audience, etc. Et puis j'ai un camarade qui lui me lisait depuis toujours et qui avait monté un blog et qui était un expert en sécurité informatique, quelqu'un qui fait des tests d'intrusion pour les entreprises. Et on discutait, et on se disait à la presse aujourd'hui, bof, et sur nos sujets, il n'y a pas grand-chose, bon, et puis on s'est regardé, une espèce de blanc.
s'est dit, il n'y a qu'à en faire un journal. Si on ne va pas critiquer, on va dire, s'ils ne sont pas bien, on va en faire un. Et donc on a fondé ce journal. Et donc c'est l'alliance entre un expert en sécurité informatique et un journaliste. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut mettre en commun qui va améliorer la pratique journalistique? En tout cas, moi, c'était mon idée. Il se trouve qu'on vit aujourd'hui dans un monde de plus en plus numérique. Qu'on le veuille ou non, on peut dire, moi je suis un luddite, etc. Mais on est aspiré par ce monde technologique. Partout, tout le temps, on nous dit connectez-vous pour faire ça, il n'y a plus d'humains au téléphone, c'est impossible de passer complètement à côté, c'est très compliqué. Et surtout, on laisse des milliards de traces partout, des traces numériques de ce que l'on fait. Et c'est mon sentiment, je pense que 98% de la population n'a aucune idée du panoptique. Vous voyez ce que c'est qu'un panoptique? J'explique. Un panoptique, c'est un concept de prison dans lequel il y a une tour au milieu avec un gardien et tout autour, en rond, comme ça, les cellules. L'idée du philosophe qui avait édicté ce concept, c'était que les détenus allaient s'autoréguler et se tenir correctement parce qu'ils savaient qu'à tout moment, ils pouvaient être vus par le gardien, puisque c'était en rond comme ça et que le gardien pouvait voir toutes les cellules. Donc c'est une forme d'autorégulation de la population. Donc on vit aujourd'hui dans un panoptique où on laisse des milliards de traces, tout le monde nous observe, certains acteurs, les États, mais aussi des entreprises privées, collectent des milliards d'informations sur nous et collectent des milliards d'informations sur nous et les font prospérer après, les vendent pour la plupart. Voilà. Ces milliards d'informations qu'on laisse partout, nous les journalistes, on peut aussi aller les chercher. On peut s'en servir. Je vais rester un peu flou parce que la conférence est enregistrée, mais imaginez un responsable dans un ministère qui serait mis sous les feux des projecteurs par l'actualité. Moi, en tant que journaliste, je ne suis pas un État, je ne suis pas un service de renseignement, je ne suis pas une entreprise comme Google ou Facebook, je n'ai pas ces moyens-là. Mais moi, en tant que journaliste, je peux le faire, je l'ai fait il y a quelques jours, je peux aller regarder les traces que cette personne a laissées au fil de sa vie numérique. C'est-à-dire que ça remonte très très loin. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne l'ensemble de ses mails qu'il a utilisés depuis qu'il est étudiant, de ses adresses mail. Sur chaque adresse mail, je peux aller chercher tous les comptes qu'il a ouverts avec cette adresse mail. J'ai trouvé son numéro de téléphone. J'ai trouvé l'adresse exacte de sa maison de campagne en Normandie, son adresse à Paris. Dans tous les comptes qu'il a ouverts, j'ai aussi trouvé les comptes, évidemment, sur des applications de cul. On comprend bien que c'est pour un journaliste, ça n'a pas d'intérêt, c'est pas d'intérêt général, sauf à penser qu'il travaillerait avec un ministre qui a été accusé de violence sexuelle. À ce moment-là, pourquoi pas? On dirait, tiens, ils sont entre eux. Il y a peut-être une communauté d'esprit. Donc, toutes ces informations-là, elles sont là. Il n'y a qu'à juste aller les chercher. Alors nous, chez Reflet, dès le début, on s'est dit on va utiliser le numérique avec notre façon à nous de l'appréhender. En 2011, quand on se lance, c'est les printemps arabes, il y a des révolutions partout, etc. Et on co-participe à des actions avec des groupes de hackers comme Télécomics. Télécomics sont des gens qui reconstruisent de l'Internet là où il est coupé. Comme en ce moment en Iran, il n'y a plus d'Internet pour les utilisateurs finaux. Eux, ils mettaient en place des téléphones qu'on pouvait appeler depuis l'étranger et qui relançaient une communication sur Internet. Bon, bref. Et notamment, on avait fait un truc, par exemple, en Syrie,
où on a redirigé le trafic d'une bonne partie de la population syrienne. C'est-à-dire que dès que quelqu'un tapait une adresse Google, n'importe quoi, Facebook, ils étaient amenés automatiquement, sans pouvoir rien faire, sur une page qui leur expliquait comment le gouvernement syrien espionnait leur communication téléphonique, avec quels outils, comment, etc. Et comment s'en protéger, avec une série d'outils. Et on les appelait aussi à venir en discuter avec nous sur un canal de l'IRC dont on parlait tout à l'heure, pour qu'on puisse leur donner des tuyaux. Bon, c'était des opérations comme ça amusantes. Et peu à peu, on s'est dit, bon, maintenant, il faut qu'on mette ces technologies au service de nos enquêtes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Une des solutions que l'on a mises en place, c'est de se dire, plus le temps passe, plus les lots de données auxquels on accède en tant que journaliste, que les sources nous amènent, sont des lots importants parce que ce sont des lots numérisés. Donc c'est plus quelques pages ou quelques cahiers ou quelques documents sortis d'une entreprise. C'est un disque dur, il y a de tout, des Excel, des Word, des mails, des PDF, enfin il y a vraiment de tout, c'est très compliqué. Comment naviguer dans cette donnée? Alors il y avait déjà des gens qui avaient travaillé là-dessus, parce qu'il y avait eu les Panama Papers, des choses comme ça, qui ont donné lieu au sein de groupes de journalistes indépendants internationaux à la création de logiciels. Alors il y en a globalement 3 qui tiennent la route. Un qui est fait par les CIG, un qui est fait par l'OCCRP et un autre, je ne sais plus qui le produit. Donc vous avez DataShare pour les CIG, Aleph pour le CCRP, et le troisième je crois que c'est Liquid ou quelque chose comme ça. Donc on a regardé un peu ces 3 logiciels, on en a choisi un, et ils se valent tous à peu près, il y a des plus et des moins dans chacun. Nous on a choisi Aleph, et on l'a installé sur d'abord une petite machine comme ça, on a commencé à indexer des documents, et à ce moment-là, j'étais en vacances et on a des systèmes d'alerte. On suit tous les groupes de ransomware. Vous voyez tout ce que c'est, les groupes de ransomware, où j'explique? Quelqu'un veut que j'explique ou pas? Je vois pas au fond. Oui. Ok. Donc, ce sont des groupes de pirates informatiques, sans foi ni loi. Mais vraiment, quoi. C'est des gens qui n'ont aucune éthique, rien du tout, et qui, globalement, pour résumer, vont pirater un réseau d'une entreprise, entrer dans l'entreprise, chiffrer les données sur les serveurs de l'entreprise. L'entreprise n'a plus accès à ces données, ne peut plus travailler, elle est complètement bloquée, sauf à avoir des backups et de tout arrêter, tout enlever, tout remonter sur des machines propres, etc. C'est un gros boulot. À ce moment-là, un message s'ouvre sur le réseau de l'entreprise disant « Si vous voulez récupérer vos données, il faut payer une rançon ». Alors vous payez pas, c'est vous qui voyez. Souvent c'est des grosses rançons, donc bon voilà. En plus, il faut payer en Bitcoin ou dans une crypto-monnaie quelconque. C'est compliqué parce que c'est rare que les entreprises soient versées dans ces choses-là. Et donc, imaginez, vous payez. On vous envoie un module pour déchiffrer vos données. Si vous tombez sur un gentil groupe de ransomware, ça s'arrête là. Si vous tombez sur un méchant, il fait une double extorsion, il publie vos données sur son groupe, sur son site, et il vous demande de payer une deuxième rançon pour enlever ces données. Parce que vous n'avez pas envie que toutes vos données de l'entreprise soient accessibles à vos concurrents, etc. Bon. Si vous ne payez pas la rançon, c'est sûr, ils vont publier les données. Bon, ça reste pas en ligne super longtemps, enfin ça dépend desquels, il y en a qui enlèvent très vite, d'autres qui les laissent pendant des années, enfin bon. Nous, on a des systèmes d'alerte qui font que dès qu'une entreprise est touchée par un groupe de ransomware, on est alerté. Cette société a été piratée selon le groupe de ransomware machin, on a une alerte. On a une alerte suivante qui est les données de cette entreprise ont été publiées. Donc on fait une veille très pointue là-dessus, et j'étais en vacances et je vois le groupe Altis a été piraté. Alors évidemment, moi Altis tout de suite, Patrick Drahi, SFR, infrastructure internet, tout ça me parle. On télécharge les documents. Avec cette
petite précision qu'il y a des savoir-faire en fait. Moi, je digresse un peu, mais par rapport à d'autres journaux, en fait, vous pouviez tout télécharger, mais en fait, quand vous demandiez un fichier qui avait par exemple un caractère accentué dans le titre, le serveur des pirates russes ne gérait pas cet encodage avec un accent, et donc vous renvoyez un message d'erreur en disant je n'ai pas ce document, alors qu'en fait s'il l'avait. Donc nous on a fait un script informatique qui réencodait les noms de fichiers pour que le serveur nous les serve et qu'on puisse les récupérer. Donc évidemment notre lot de données sur Patrick Drahi est un peu plus complet que une partie que d'autres journaux qui auraient pu le télécharger, ou d'autres institutions étatiques. Celui-là, il a intéressé beaucoup de monde. Dans c'est ce qu'on appelle ces leaks, d'un point de vue journalistique, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est les informations d'intérêt général, ce que l'on peut publier et qui est d'intérêt général. C'est le seul truc qui nous guide. Les trucs très personnels, etc., pour nous, c'est pas quelque chose qui est d'intérêt, donc on va le laisser de côté. Normalement, dans les leaks, on a à peu près 20% du leak qui est intéressant journalistiquement parlant, et 80% qui ne l'est pas. Là, dans les dry leaks, c'est l'inverse. 80% est intéressant, 20% ne l'est pas. Dans les 20%, vous avez le code d'entrée dans les différents logements de Patrick Drahi, enfin logements, villas, maisons, appartements, immeubles, enfin bref. Le code de l'alarme, le code du Wi-Fi, le code du coffre dans la maison, la disposition de là où il accroche chaque tableau de maître à plusieurs millions, etc. Donc on avait de quoi éventuellement faire une opération qui nous permette de financer Reflet pendant 20 ou 30 ans. Je rigole. Donc ça, ce sont des données qui ne nous intéressent pas. En revanche, tous les montages financiers qui ont permis, enfin, vous voyez que ce truc-là permet de mettre un microscope sur comment un milliardaire arrive à fabriquer une telle fortune en partant de rien, parce qu'il est effectivement parti de rien, et faire prospérer en permanence cette fortune uniquement par ce qu'on appelle de l'ingénierie financière. C'est-à-dire on fabrique un réceptacle qui permet de générer de l'argent. Mais c'est pas, on a regardé, il n'y a pas un mail, sur tous les mails échangés avec la direction, les gens qui sont à la tête de toutes ces entreprises, il n'y a pas un mail qui évoque une stratégie commerciale, un plan de développement de l'entreprise. Rien. Ce n'est pas une gestion d'entreprise, c'est une gestion financière des entreprises. Je fabrique un montage financier opaque qui va me permettre toujours, et c'est toujours le truc qui les guide, sur chaque projet, comment éluder au mieux l'impôt. C'est-à-dire, en gros, je sais que je vais payer des impôts, je vais en payer le moins possible, ce qu'on appelle de l'optimisation fiscale. Et pour ça, il y a des centaines de fiscalistes qui sont là et qui planchent sur ces montages financiers. Donc tout ça c'est très intéressant. Alors, on télécharge ce lot de données et on le met dans ce logiciel qui va indexer tous les fichiers. On va indexer tous les mails, tous les PDF, tous les Excel, tout. Et après, on va pouvoir faire des recherches comme vous faites une recherche dans Google, sauf que au lieu de simplement avoir des réponses verticales comme ça, et puis de dérouler vos réponses, cliquer, avoir le résultat, revenir en arrière, etc. Là, je vais vous montrer, dans 2 secondes j'arrête de parler parce que c'est complètement inintéressant tout ce que je vous raconte. On descend, et tout d'un coup, on va ouvrir sur le côté un document. Dans ce document, mettons, il y a un mail. Ah, on va cliquer sur le mail, il est cliquable. Et on se rend compte que ce mail est en contact avec d'autres mails et tout d'un coup un numéro de téléphone. Et donc on part sur le côté comme ça et on suit des fils, on suit des idées et ça donne en fait un moyen pour trouver les pépites dans ces meules de foin, ces meules de documents sans fin pour lesquels il nous faudrait beaucoup plus de temps pour trouver la substantifique moelle. Alors je vous montre à quoi ça ressemble. Alors, juste pour finir, une fois que l'histoire Drahi était passée, etc., on s'est dit ok,
ce petit serveur qu'on a monté, il y a, mettons, une cinquantaine de lots de données, plus celui de Drahi. On a rempli quasiment tous les différents disques durs qu'on avait collés à cette pauvre machine. Il faut qu'on fasse autre chose. Donc on a fait pour nous un très gros investissement. On a acheté pour donner un ordre de grandeur, mais la machine toute nue avec juste ses disques durs. Enfin, les disques durs, c'est la moitié du prix. Juste la machine avec ses disques durs. On ne parle même pas d'installer le logiciel, d'entretenir la machine, de la tenir à jour, de l'administrer, ni d'aller chercher des lots de données, les mettre dessus, travailler la donnée avant de les mettre, tout ça on oublie. Juste la machine, c'était 23 000 €. Donc c'est vraiment un énorme truc, un gros ordinateur, mais qui nous laisse une perspective de temps très longue parce qu'on a en utilisable, je me perds dans les détails. Les disques durs sont recopiés les uns les autres, ce qu'on appelle une technologie RAID, qui fait que si jamais il y a un disque dur qui crame, on l'enlève, on en remet un autre et on n'a pas perdu les données. Donc on perd en volume utilisable, mais on gagne en sécurité. Même comme ça, on a 92 Tera d'espace pour indexer des données. Et tous les jours, on surveille sur Internet et on récupère des données qu'on intègre dans cette machine. Les journalistes du journal sont dans une optique, ils ont tous compris, si j'ai un truc, je le mets sur la machine, parce que je le partage avec les autres. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on commence à pouvoir faire des trucs que font des gros comme Google ou Facebook, ou je sais pas quoi, toute la journée avec vos données. On fait de la corrélation. On va dire, ah tiens, ce gars-là que j'étais en train de chercher, il est dans ce dossier-là, mais il est aussi dans celui-là. Et pourquoi il est dans ce truc aux Bahamas ? Et ainsi de suite. Donc on peut commencer à faire de la corrélation. Voilà, c'est intéressant. Alors je vais vous montrer parce que... Stop, suffit de parler. Alors ça, c'est le nouveau leak sur lequel on travaille. Pour Drahi, on avait fait un consortium avec StreetPress et Blast. On a travaillé pendant 1 an et demi à peu près. On a fait une 40aine d'articles, on était 6 journalistes. Là, on était un petit peu moins, mais il y a des journalistes italiens de IRPI Media et des journalistes espagnols de Infolibre. Et on a travaillé sur un leak de... Je vous engage à lire ces papiers parce que c'est un peu flippant. C'est le bras armé de l'Europe. En fait, on n'a pas d'armée européenne, mais on constitue une espèce d'armée composite avec des bouts d'armée de plusieurs pays. Et on a un truc d'opération extérieure qui se projette. Et donc là, qui se projette en Méditerranée, c'est l'opération EUNAV Formed, l'opération Irini, qui surveille les trafics vers et hors de la Libye, et donc qui impose un embargo sur les armes au départ, et ça s'étend après au pétrole, au gaz et au trafic d'êtres humains, et notamment toute la politique de pushback de l'Europe pour éviter que des migrants arrivent en Europe. Donc en fait, tous les réfugiés qui se retrouvent sur un bateau entre la Libye, la Tunisie et l'Europe sont immédiatement repérés par des avions de l'opération Irini et de Frontex, parce qu'ils travaillent main dans la main. Ils n'interviennent pas. Leur but, c'est surtout ne pas être présents dans l'eau et ramasser ces pauvres gens qui sont en train de mourir. On les laisse se débrouiller et on prévient éventuellement les gardes-côtes libyens qui vont venir les chercher, les ramener en Libye et les torturer et leur enlever leur passeport ou même leur tirer dessus. Enfin, on l'a vu l'autre jour avec les ONG, mais ils tirent aussi sur les bateaux des migrants. Enfin bref, et on forme bien sûr l'Europe avec des fonds conséquents, forme les gardes-côtes libyens qui sont connus partout comme des gens absolument pas fiables. Voilà. Donc on est en train de travailler toujours avec le même outil sur ce lot de données. Ça marche toujours aussi bien. Alors, la machine, elle est là. Voilà, vous voyez, les enquêtes sont, les lots de données sont classés comme ça. C'est
des liens vers des lots de données. On en intègre en permanence. Vous voyez, le dernier truc, c'est les emails perso du patron du FBI qui ont fuité. On les a intégrés, c'est pas très intéressant. Il y a surtout des photos de sa fille. Des choses plus... au début, on pensait que c'était la NTS, mais en fait, c'est un autre truc. Mais ça contient des informations sur 12 millions de Français. Pour nous, journalistes, c'est pratique parce que si on veut trouver le numéro de téléphone de quelqu'un, son 06, on va le trouver immédiatement. Donc ça peut être utile. Voilà, les mails d'Ehud Barak qui font partie d'un lot de données qui est un lot de données. On a 48 lots de données qui concernent l'extrême droite en France et à l'international, et que l'on met parfois à disposition de journalistes qui travaillent sur l'extrême droite. Ça permet de, toujours pareil, de faire des liens, de trouver des personnes peut-être auxquelles on n'aurait pas pensé. Et dans ce lot de données, on a ajouté un certain nombre de lots qui n'ont rien à voir avec l'extrême droite, mais qui permettent, comme celui que je vous ai montré avec 12 millions de Français, mais il y en a d'autres, le Ligue Boulanger, etc., où si vous cherchez une personne en particulier, vous allez aussi trouver son numéro de téléphone, parce qu'il y a ce lot de données-là qui va vous permettre de le trouver aussi là-dedans. Et pour un journaliste, c'est pratique, parce que vous allez pouvoir appeler ce membre d'un groupuscule ultra-violent d'extrême droite qui se cache. Voilà, donc vous avez toutes sortes de lots de données. Vous voyez, il y en a autant que vous voulez. Il y a ça c'est un des meilleurs lots de données pour trouver des ministres, parce que tous les ministres s'achètent leurs caleçons chez le slip français. Je viens de lâcher une info, une bombe. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Et donc ce site a été piraté. On a les numéros de téléphone et les mails de tous les ministres. Comme ça, c'est facile. Je rigole. Là, le leak free, ça, par exemple, moi, je suis dedans. Donc je fais assez attention à ce que je fais sur Internet depuis toujours. Aujourd'hui, c'est vraiment mort, mais il y a encore 10 ans, si vous vouliez trouver une photo de moi sur Internet, c'était quasiment impossible. Et c'était vraiment volontaire. Je faisais très attention. Maintenant, comme de temps en temps, j'apparais dans ce genre de choses, c'est fini. Mais mon fournisseur d'accès Free a été piraté. Il y a mon nom, mon adresse perso, mon numéro de téléphone, mon IBAN, enfin bref, toute ma vie est là. Et toute votre vie aussi est sur Internet. Donc ça, ce sont des outils qui nous permettent de travailler, mais pour des trucs beaucoup plus précis, des enquêtes très spécifiques. J'ai un exemple, on a travaillé avec Disclose et la Topette sur l'Université catholique de l'Ouest qui était infiltrée par ce terrain. On a passé à la moulinette une centaine de profs de droit de cette université qui ont soupçonné d'avoir des accointances avec l'extrême droite, souvent très violentes. Si vous me donnez juste un mail, même un mail qui n'a pas votre nom dedans, juste un mail, je vais trouver, comme pour ce membre du gouvernement dont je vous parlais tout à l'heure, je vais vous dérouler votre vie entière et tous les anciens mots de passe que vous avez utilisés. Enfin, c'est tellement flippant, mais les gens n'ont pas conscience de ça. Voilà. Alors, on va essayer de regarder comment ça peut être utile pour un journaliste. Donc, par exemple, dans ce moteur de recherche, je vais taper Elisabeth Borne. Bon. Elisabeth Borne, vous voyez que j'ai un résultat, j'ai 9482 résultats. Je suis paumé, donc je vais pouvoir filtrer ma recherche. En l'occurrence, imaginons que je cherche son 06 parce que j'en ai marre de son service de communication qui me bloque et qui refuse de répondre à mes questions, etc. Je vais l'appeler tranquillement sur son numéro de téléphone le soir, quand elle est tranquille, et je vais regarder dans les différents leaks que j'ai, qui sont indexés, enfin les leaks ou les lots de données qui sont indexés, et je vais filtrer. Alors comme je suis un peu connaisseur de mes leaks,
Voilà, mince, c'est pas celui-là, excusez-moi, c'est celui-là. Celui-là, je sais que c'est un leak qui concerne les numéros de téléphone. Voilà, bon, je vais utiliser celui-là, et vous remarquez qu'il y a un fichier ici qui est un CSV, c'est le leak, et ici une entité avec une petite personne, c'est une entité personne qui a été créée par ce logiciel. Pourquoi? Parce que quand il indexe les données, en plus de simplement les OCRiser et les indexer, il crée des entités. Il dit ça c'est un nom, prénom, ça c'est un téléphone, ça c'est une adresse, ça c'est, je vous montrerai après, ça c'est un numéro d'identification d'un avion, ça c'est un bateau, voilà. Donc il repère ces choses-là et il crée des entités correspondant à ce qu'il a repéré. Parfois il se trompe, c'est pas 100% efficace, mais là vous voyez qu'en 2 minutes et demie, on a trouvé dans le lot de la personne le numéro de téléphone d'Elisabeth Borne, son 06, qui fonctionne. Voilà. Alors, je vais vous montrer je vais vous montrer ce que fait. Il faut que je vais trouver le DryLeaks. Voilà. Alors Patrick, il n'a pas eu de chance. Hein. Patrick, il s'est fait voler ses données. Il n'a pas voulu payer la rançon. Alors c'est marrant parce qu'il aurait pu en plus. Les pirates qui souvent ne comprennent rien à ce qu'ils ont récupéré, ils ne se rendent pas compte en fait des trucs qu'ils connaissent pas. Ils sont, c'est un truc. On est ethnocentré sur Internet. Donc les Russes ne savent pas très bien quand ils récupèrent un truc comme Altis, ils savent pas ce que c'est. Bon, voilà. Donc ils mesurent pas. Et donc ils nous ont demandé, je crois, un truc comme $50 000, un truc comme ça. Puis tout d'un coup, ils se sont rendus compte, ils ont un peu mieux regardé, ils se sont dit, ah, merde, non, non. Alors ils ont envoyé un message en disant, on s'est trompé, on a oublié des zéros, là, c'est 5,5 millions. Bon, il n'a pas payé. Il a fait beaucoup d'investissements dans une petite île des Caraïbes qui est un paradis fiscal dont il a acheté la nationalité, il a un passeport maintenant de cet endroit-là, qui s'appelle Nevis. C'est une île qui s'appelle Nevis, Kitts and Nevis pour ceux qui connaissent les Caraïbes. Et quelques mois après, Kitts and Nevis, le gouvernement s'est fait pirater aussi, on a également récupéré leurs données. Donc maintenant on a d'un côté les discussions avec quelques échanges de mails entre Patrick Drahi et le gouvernement pour ces investissements là-bas. Et maintenant, on a les mails au sein du gouvernement qui discutent, eux, entre eux, des investissements de Patrick Drahi. Donc en fait, on a les deux côtés, c'est assez rigolo. Donc je prends le leak de Patrick Drahi. Si vous allez ici, vous avez un espèce de petit résumé qui vous dit « J'ai 15 000 personnes ». 4000 organisations, 147 événements, ça c'est des trucs dans les fichiers ICS que vous mettez dans vos calendriers, 39 entités juridiques, vous vous rendez compte que ça c'est probablement complètement foireux parce que des entités juridiques chez Patrick Drahi, waouh, il y en a des milliers et des milliers, et des documents, 465 000. Je suis gentil, je dis toujours 450 000. Et vous avez un truc qui est mention. Alors mention, c'est pour vous donner une idée de ce qu'il y a dans ce leak. En fait, vous voyez que bon, j'ai toujours mes personnes ici. J'ai un truc classé par date, donc je me rends compte que 2014, c'est la création vraiment du groupe, le début du groupe. Il y a beaucoup de documents. Après, ça décroît un petit peu. J'ai 63 000 emails, 11 000 IBAN. Et en entité, j'ai 156 391 tableaux, j'ai 43 200 emails, etc. Des images, 22 900, des personnes, 15 000, des noms, voilà, des adresses et des numéros de téléphone. Bon, voilà, j'ai un résumé comme ça de ce qui se passe. Après, je peux faire des recherches. Je vais plutôt le faire, pardon. Oui, si je vais faire.
je vais me chercher dans le truc. Donc en gros, je me rends compte que j'ai 19 résultats qui parlent de l'aéroport, de Patrick Drahi et de Reflet. Pourquoi ? Parce que la piste d'atterrissage de Nevis est trop courte pour le jet de Patrick Drahi, qui est le plus gros jet commercial qu'on puisse faire, donc un avion qui est très, très gros. Et il n'arrive pas à atterrir. Et donc il est obligé d'atterrir sur l'île d'à côté, prendre un petit truc, un petit coucou pour rejoindre sa maison qu'il a fait construire sur Nevis. Ça l'énerve. Et donc il se dit, bah, tiens, je vais proposer au gouvernement de Nevis d'allonger la piste. Mais bon, je suis quand même toujours là pour faire du business, donc je vais m'arranger pour leur piquer plein de pognon en même temps que je leur allonge la piste. C'est ce qu'il fait. Et assez rigolo parce que du côté gouvernement de Nevis, on a la discussion entre le gouvernement et un des membres c'est tout petit, hein, donc un des membres du gouvernement, mais à qui on a demandé de faire un rapport sur ce projet d'accord avec Patrick Drahi. Et le gars dit, mais attendez, on va se faire absolument plumer, donc il ne faut pas du tout faire ce projet comme ça, il faut créer une entreprise et machin, et faire autrement pour ne pas se faire plumer. Là-dessus, le Premier ministre dit, c'est très bien votre rapport, merci, et il passe l'accord avec Patrick Drahi, donc il se fait plumer. Donc, dans les mails, alors, si je regarde ici, vous voyez que ici, on est dans le leak de Nevis, on n'est pas dans le leak de Patrick Drahi, donc c'est postérieur, ce qui nous permet de voir que le gouvernement de... mince, j'ai cliqué sur le mauvais lien. Voilà, c'est là. Le gouvernement de Nevis a vu un article que l'on avait écrit sur cette augmentation de la taille de la piste d'atterrissage et l'accord pas très sympa qu'était en train de préparer Patrick Drahi, et s'inquiète il est là le papier, voilà, il s'inquiète ici parce qu'en interne, l'opposition fait mention de cet article, et donc le gouvernement est emmerdé et dit on ne comprend pas comment nos négociations secrètes, entre guillemets, ont atterri dans la presse à l'international. Vous voyez cet article, qui est notre article à nous. Donc il dit ça au patron au responsable Thierry Sauvert qui s'occupe des affaires de Patrick Drahi, et qui lui dit, voilà, pour simplifier, il dit on s'est fait pirater des données, mais bon, ça a été publié dans un recoin du web, personne ne peut le trouver, etc., machin truc, enfin d'internet. Reflet est un tout petit site d'information spécialisé dans la publication d'informations du dark web, n'importe quoi, et il l'a fait en dépit d'une décision de justice qui l'empêche de le faire. Désolé pour l'inconvenience, sorry, mais vous inquiétez pas. Donc c'est assez marrant parce que en fait, voilà, de fil en aiguille, on finit par même voir des trucs qui nous concernent nous dans des leaks. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on fait. Est-ce que j'avais dit que je dirais à l'entrée, arrêtez-moi dès que vous avez une question. Est-ce que vous avez des questions sur ce truc-là ou sur ouais. Je vous faut un micro. Attendez. Oui, bonjour. J'ai l'impression que les données que vous possédez ne sont pas soumises à la CNIL. Et pour quelle raison ? Alors, c'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée. On a les gens qui ont accès à ça ne sont que des journalistes. À 99,9% sont des journalistes de Reflet. C'est notre outil de travail. Dans une rédaction, dans toutes les rédactions, partout, tout le temps, vous allez trouver des choses que les journalistes ne devraient pas avoir. On peut discuter philosophiquement de tout ça pendant des heures. Les journalistes, de tout temps, il paraît qu'il ne faut jamais écrire ce genre de choses, de tout temps, les journalistes ont eu accès, par exemple, à des dossiers d'instruction sur des affaires en cours,
qui leur a donné le secret de l'instruction, machin, c'est bon voilà une des parties, sans doute une partie civile, un avocat, bon, peu importe. Il n'y a pas de condamnation par les tribunaux de journalistes qui se sont basés sur un dossier d'instruction pour écrire un article. S'il y avait publication des documents à l'intérieur du dossier d'instruction, vous mettez, par exemple, vous faites un article sur le Bataclan, vous prenez une photo de la fosse qui est dans le dossier d'instruction et vous la publiez dans Paris Match. En tant que journaliste, génial, vous allez gagner 4-5 000 euros pour la photo, mais c'est terrible pour les victimes, ça n'a aucun sens. Et bien sûr, vous allez être condamné par un tribunal qui là vous dira ok, vous avez eu le dossier d'instruction, mais vous avez fait n'importe quoi. Là, c'est pareil. Ce sont des données que nous on considère comme publiques. Pourquoi ? Parce que, alors, à part évidemment, vous avez peut-être vu passer, il y a des dossiers d'instruction là-dedans. C'est juste comme si on avait un placard dans la rédaction. Nous, on n'a pas de rédaction physique. C'est comme si on avait un placard dans la rédaction avec les dossiers d'instruction et que les journalistes puissent aller s'en servir s'ils en ont besoin. Sauf que notre placard, il est numérique. Mais à part ça, c'est quasiment tout des données qui, on va dire, on doit avoir 25-30% à la louche de choses qui sont pas ailleurs, qui sont que sur ce truc-là. Le reste, c'est des documents qui ont été publiés à un moment ou à un autre sur Internet. Donc que nous, on considère comme public. Ça, c'est un débat qu'on peut trancher devant un tribunal. Ça a été un peu essayé par Patrick Drahi qui nous a fait un procès et il s'est fait bouler en appel. Nous, on considère ces données comme publiques puisqu'elles ont été publiées sur Internet. Simplement, on les a prises, mais elles étaient sur Internet, donc c'est un lieu public. N'importe qui pouvait y avoir accès. Donc après qu'il y ait un problème, qu'il y ait des données personnelles dedans, etc. Oui, bien sûr. Mais je vous ramène à ce que je disais tout à l'heure. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt général. On ne va pas publier des infos personnelles sur une personne qu'on aura trouvée. Alors, quelle est votre question exactement ? C'est le fait de détenir des données personnelles, même sans les publier. Hein. Toute entreprise qui stocke dans ses serveurs des données personnelles doit les déclarer à la CNIL. Pourquoi pas vous ? Et notamment les 25-30% dont vous parlez qui sont que chez vous. Alors je pourrais aller voir la CNIL et dire j'ai des dossiers d'instruction que j'ai eus dans le cadre de mon métier voilà, j'ai ces dossiers d'instruction. Je ne sais pas ce que ça apporterait. C'est-à-dire qu'en gros, toutes les rédactions ont des masses de données qui sont de ce genre-là, mais qu'elles ne déclarent pas en tant que telles. Là, vous me dites déclarez-les parce qu'elles sont sur un serveur informatique. Parce que alors, on pourrait aller beaucoup plus loin sur la CNIL et on pourrait y passer quelques heures si vous voulez. Après, on peut en parler dehors. La CNIL est pour moi quelque chose qui ne sert plus à rien, qui manque de moyens de manière absolument terrible. Sont des gens à qui nous on signale des trucs. Moi j'ai des amis qui passent leur temps à faire des signalements à la CNIL, il se passe rien. Les rares sanctions sont tellement légères que les entreprises n'en ont absolument rien à faire. Elles préfèrent avoir cette sanction-là mais continuer à faire n'importe quoi. Nous, on sait exactement ce qui est fait des données dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont collectées. Toutes ces données qui sont collectées, elles ne sont pas collectées pour rien, elles sont collectées pour être vendues derrière. Donc non, je ne pense pas que ça aurait le moindre intérêt d'aller signaler ça à la CNIL. Et je vous dis, toutes les rédactions ont ce genre de données, sauf que dans la majeure partie des rédactions, ce n'est pas numérisé à ce point-là. Mais les données sont là aussi. Donc, bon, est-ce qu'on signalerait aussi des données sur papier ? Je ne sais pas. Voilà. Je suis désolée, on va devoir interrompre les échanges. Malheureusement, je vous invite vivement à aller suivre Alex. Alors, juste pour terminer, si vous voulez voir, on a un ou deux autres outils qui nous permettent de suivre, de cartographier les relations capitalistiques entre entreprises. Ça, c'est un outil qu'on a mis à disposition du public. Vous pouvez le télécharger, l'installer, etc. Si ça vous intéresse, c'est le reste des outils que j'ai
pas pu montrer, parce que je n'ai pas eu assez de temps. On a un stand en bas, dans le village, donc reflet.info. Vous venez, on va vous montrer avec plaisir. Et on a notamment une cartographie de l'extrême droite qui arrive dans une semaine ou deux, qui est assez rigolote aussi. Voilà. Merci beaucoup. Un grand merci aux médias pour la qualité et la richesse de leurs échanges. Rendez-vous sur la-paillette.net pour découvrir les autres rencontres du Festival des médias indés 2026 de Rennes.